Bienvenue à tous dans le meilleur des mondes en couleur et du talk. Une autre idée de ce que peut être la télé à travers de la proximité de la vie, mais surtout beaucoup d'amour à vous distiller. Bien le bonsoir à tous et bienvenue donc dans Pipolémique, l'émission polémique, le nec le plus ultra du pack avec ce soir Hervé Souoni. Nous te passons le bonsoir à Frangin. Bonsoir Yves. Ça va bien? Super bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, merci Bonsoir, de demander. Bonsoir Hervé. Marie-Dominique également est avec nous. Bonsoir Marie-Dominique. Hello Yves. Ça va bien? Ça va et toi? Très heureux de t'avoir sur ce plateau, sans oublier Annie France. Annie France, comment va la fille de Monsieur Bamba? Oh là, elle va très très bien. Ah bah, très heureux de le savoir. On espère que vous également, depuis chez vous, vous portez comme un charme. Le temps pour nous de vous rappeler qu'elle est interactive, cette émission. On le fera jamais assez à travers, bien sûr, nos différents canaux. Faites-nous parvenir vos avis, réactions, questions, commentaires sur la page de la 3. Nous sommes disponibles en direct via la page Facebook à travers le live. Profitez pour nous envoyer toutes vos sensibilités, sans oublier bien sûr le fameux hashtag PPLK. En ce qui concerne les différents canaux télé, 203 Canal Plus Horizon, la 3 c'est pour l'antenne de la TNT, ainsi que le numéro 740 pour le bouquet Star Times. Il ne faut surtout pas lever la vigilance parce que la Covid est toujours présente, alors il faut pratiquer ce de manière régulière. Évidemment, de manière régulière, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous vous frottez la main, comme ceci, et aérer tous les endroits dans lesquels vous êtes. C'est très important. Et quand vous voulez tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez simplement le creux de votre coude. Et on me demande comme ça comment calculer le mètre de distanciation. 1 mètre, c'est à peu près la distance d'un bras. Tout le monde doit être après 1 mètre, c'est important. Puis enfin, bien sûr, les numéros de téléphone, vous le connaissez, c'est bien sûr le 119. Ce soir, de la révérence, certes, mais surtout de la lumière sur certains aspects de la vie d'un homme de médias. Et pas n'importe lequel, on en parle après le sommaire. Polémique, l'émission polémique, toujours au service de votre bien-être télévisuel, vous propose aujourd'hui un rendez-vous à la hauteur de vos exigences et avec des blagues aux saveurs de chez nous, à l'ivoirienne. Parlons de hauteur, le sémillant et célébrissime Yves Dembella sera en toute humilité face à nos polémistes. Ce monstre des médias répondra à vos questions et aux nôtres. Allez, celui que nous recevons ce soir n'a rien à cacher, se trouve par moments au centre de la controverse. Le Capricorne le plus célèbre des médias en Côte d'Ivoire, Yves Dembella, nous ouvre son cœur et partage avec nous bien sûr son vécu. Bien avant, nous vous installons avec cette séquence. Porté par Hervé Souoni. Ça va? C'était quoi ça là? Premier tableau. Alors le premier tableau. Attends Yves, concentre-toi, on va faire. Non, on va commencer, il est mort de rire. Je veux comprendre, mais j'arrive pas. Alors, premier tableau. Mais pourquoi vous riez avant? Non, c'est le premier tableau qui nous fait Je rire. comprends pas en je fait. pense. Il met sur Internet que Dieu veille sur nous. Il voulait mettre que Dieu veille sur nous. D'accord. Il a donc mis le subjonctif du verbe, valoir. Et donc, quelqu'un est venu mettre en bas, Seigneur, il ne faut pas l'écouter. Hein. Ça ne va pas avec. Deuxième tableau. En décembre, façon femme devient respectueuse. Go bébé, tu avais dit que tu allais me frapper, non, tu as oublié. Ah ouais? Hein? Non. En décembre, hein. C'est vrai? Ouais, il paraît. À ce point-là. Mesdames? J'aime pas trop les blagues concernant le mois de décembre autour des femmes, tout ça. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Faut innover, les gars. Vous avez envie de, je sais pas moi, innover. Trouver autre chose à nous dire au lieu de ça tout le temps. Mais le truc, c'est tiré par les cheveux, effectivement, belles, en décembre, parce qu'en décembre, c'est l'argent des cheveux qu'elle demande. En attendant décembre, permettez-nous de vous rappeler nos différents canaux pour nous suivre et pour intervenir en direct. Hein, vous le savez, vous avez la possibilité, vous en avez d'ailleurs le droit, vous n'avez qu'à nous faire parvenir à votre numéro de téléphone, WhatsApp à 100 ans sur le profil Facebook de la 3. Vous pourrez nous suivre également à partir de vos différents smartphones respectifs en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible tant sur Play Store que sur App Store. Notre invité ce soir, c'est bien sûr Yves Dembella, l'animateur radio abonné au Grand Deal ce soir dans ce numéro inédit de PPLK. Un bref aperçu à travers le serveur suivant.
Yves Dembella est un animateur radio et présentateur d'événements incontournables en Côte d'Ivoire. Doté également de grandes qualités d'organisateur de spectacles, Capri, le toujours humble, est également très souvent au centre de nombreuses polémiques. Tentez de comprendre l'homme Mbella et Yves, l'homme des showbiz, cela se passera sur le plateau de Pic Polémique. Débat. Il est à la fois, on l'a dit, un animateur radio, promoteur de spectacles, présentateur de prestigieux concours nationaux et d'envergure internationale, souvent au cœur de certaines polémiques également. Il a ciblé le tatami le plus coloré pour remettre les gants. 52 minutes ne suffiront guère pour faire le descriptif de son élogieuse carrière. Alors aidez-nous à recevoir, s'il vous plaît, un aîné, mais surtout un paragon de vertu. Yves Dembella, le sémillant, est avec nous. Ouais. Le grand Yves Dembella sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Oh là là, que d'émotion, que d'émotion, vraiment, véritablement, de vous avoir sur ce plateau. Je n'ose plus dire homo. Moi, j'ai jamais osé. Homo. Sinon, Yves, j'ai marre. Oui, bien sûr. Vous savez que dehors, quand on me voit, on me dit « Ah, c'est Yves Dembella !» Oh, oui, donc parce que les gens... je vais laisser pousser les cheveux. On est très mal, Dembella. Comment allez-vous, cher aîné? Ben, je voulais, pour répondre à ta magnifique question, te dire que ça a été magnifique, justement, le but qui a été marqué donc, par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et contre je pense qu'il faut qu'ils reviennent quand même à cette stratégie d'avant avec ces joueurs-là, les Drogba, tout ça. Ouais. Voilà. Je pense avoir répondu à ta question. Non, ça va. On entend que ça va. Ça va très, très bien chez le grand frère. Et il est véritablement bien installé. Rien que pour vous, il est tout à vous. Vous le savez, cette émission, elle est participative. Autant nous posons les questions, autant vous également, vous pouvez les poser sur ce plateau. Je vous présente ma magnifique équipe. Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souoni. Enchanté. Alors ce soir, on va parcourir votre si belle carrière. Je l'ai dit dans le descriptif, vous êtes, au-delà d'être un aîné, vous êtes un modèle, mais un modèle proche de la jeune génération, parce que chaque fois qu'on vous sollicite, chaque fois que le temps permet, vous répondez présent. Et ça, surtout dans ce milieu, c'est très rare d'avoir des personnes comme vous. Et je tenais véritablement à saluer, à vous rendre hommage à travers des applaudissements. Merci. Alors, ouvrons véritablement cette émission et nos échanges en compagnie de notre invité avec cette flamme pour la communication en général. Mais on le sait, vous avez démarré par la télé, ensuite la radio. Comment naît véritablement cette flamme qui continue, j'espère, de vous consumer? Moi, j'espère que la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde ce qui se passe, tout notre souhait, c'est que les gens s'asseyent et discutent. Vous connaissez Fior de Bior? Pardon? Fior de Bior, vous le connaissez? C'est qui? Il fait très bien ce que vous faites actuellement. Ah ouais. Fior de Bior, c'est celui qui va rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Oui. Rien qu'avec lui, la paix, la paix. Il joue à quel poste? Non, Plutôt défense, je pense. non, il est voleur. Non, mais c'était pour vous embêter un peu. J'ai vu le regard de Fils. Il a fumé combien de jouets, le mec? Ah, parce que vous fumez des joints? Ah, jamais. Ah non. J'ai pas encore l'âge de boire. J'ai Ah. jamais bu d'alcool. J'ai pas encore l'âge de fumer. J'ai jamais fumé. J'ai pas encore l'âge de toucher au mec. J'ai jamais embrassé ou couché avec un mec. Donc il y a encore beaucoup de choses que je dois faire. Peut-être à une émission, vous pouvez tout dire, ne retenez rien. Et à quel âge donc il faut pouvoir boire et fumer? Ben à tout âge, hein. Mais moi j'estime que j'ai pas encore l'âge. On commence l'émission? On a commencé. Et ça- On a commencé. Et j'estime que j'ai pas ce besoin. Quand j'ai vu mes amis et mes collègues, disons mes amis, mes camarades d'enfance boire et fumer, c'était pour se donner le courage, d'autres pour faire comme les autres. Et moi, j'ai toujours été à part. Donc, je me suis dit, comme eux, ils font ça, moi, je ne le fais pas. Et j'étais justement dans la bande, celui qui était toujours à part. Mais justement, on choisit quelque chose. On a toujours des vices entre l'alcool, les femmes et la fumée. Vous avez choisi. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous? Mon fils,
C'était les femmes. Mais ce n'est pas un vice, c'est puisque je les sublimais. Donc, Vous les sublimiez. Vous pensez que vous les sublimez plus? je continue, mais j'ai commencé quand même à le faire déjà dans l'enfance. Ouais. Vous buvez de l'eau au moins. De l'eau? Oui, mais je bois pas d'alcool. Ah. Ça, je ne bois pas d'alcool. Jamais bu d'alcool. d'alcool. Jamais d'alcool. Jamais fumé, jamais bu d'alcool et jamais couché avec un homme. Voilà. C'est rare, hein? Non. Pas du tout. Fumer, boire. Non, dans notre métier. Fumer, boire, Ouais, peut-être. Oui, peut-être. dans notre métier, oui. Ils sont rares ceux qui, dans notre métier, qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Voilà, donc... Eskelly, c'est mon cousin. Ouais, ça se discute pas. Vous êtes déjà imbibé de poudre? Non, pas jusque-là. Ah. Mais si, oui, tout à l'heure, au maquillage. Alors on l'a dit, hein, passionné de communication, passionné de télé, passionné de cet environnement, de ce secteur qui est l'audiovisuel. D'où vient cette passion? Mais écoute, c'est un échec au football. Ah. Parce que j'ai voulu être à la base footballeur et j'avais pas le physique. J'étais gardien de but et à l'époque on jouait sur des terrains un peu compliqués, sur le goudron, sur des terrains de handball ou de basket. Donc le gardien de but avait pour vocation de plonger. Et donc, en plongeant sur du goudron, je ne suis pas en fer. Même le fer, ça laisse des traces. Donc, c'était des cicatrices, genoux, les coudes et tout. Et à un moment donné, donc, je me suis rendu compte que quand nous sortions, mes copains et moi, ils étaient toujours frais. Mais moi, j'avais des pansements. Quand on me tapait, j'avais toujours... Et ma mère était contre le football. Ma mère a toujours détesté le football. Jusqu'à présent? Non, après, les choses ont changé, mais bon, j'étais déjà trop vieux pour peut-être ses petits-enfants. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais tiens, le micro, puisque j'avais de très bonnes notes en français et dans les matières littéraires, et tu sais, pour plaire aux femmes, il faut être un beau parleur. Donc, j'avais cette tchatch-là. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas splitter donc dans le domaine des médias où c'est plus facile et où j'ai ces aptitudes-là. Et donc, c'est parti comme ça, présentation d'événements scolaires. Et puis, après, c'était des histoires de boîtes de nuit, des spectacles un peu underground. Et puis, un matin, j'apprends qu'il y a le casting de la Loterie nationale, qui avait déjà une animatrice, une présentatrice. On me dit qu'on recherche une présentatrice en second. Donc, je fais la suggestion aux dirigeants donc, de la loterie que je connaissais. D'être la présentatrice? Non, non. Titi un peu. Je ne sais pas le faire. Donc j'ai dit, mais pourquoi on n'avait pas pensé à, puisqu'il y a déjà une femme, faire un homme? Comme ça, ça fera un duo. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc on m'inclut dans le casting, il y a 7 femmes et moi. Et au final, c'est moi qu'on choisit pour donc être le binôme de la présentatrice. On avait chacun un jour, disons, elle faisait un dimanche, moi le dimanche suivant. Et j'ai proposé, pour éviter qu'on ne soit genre en conflit, qu'on fasse un dimanche ensemble. Donc on fait un dimanche elle seule, un dimanche moi, un dimanche ensemble, ainsi de suite. En direct à la télévision le dimanche. Et ça sans expérience professionnelle au préalable ou c'était justement les présentations d'événements à gauche, à droite, des choses comme ça. Et puis un courage que j'avais vaincu parce qu'à la base je suis très timide. Voilà, ça se passe super bien. La radio, puisque c'était la télévision nationale, la radio donc me demande de faire des émissions radio et ça part comme ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça va faire en termes de médias professionnels, ça va faire aujourd'hui une trentaine d'années. Waouh! Voilà. Vous étiez très bien installé au Cameroun, tout se passait bien apparemment. Ouais. Pourquoi vous décidez de vous installer en Côte d'Ivoire? Mais parce qu'on m'a chassé. Ah bon? Comment on peut chasser? Qui vous a chassé? On m'a chassé. Oui. Alors, je présentais Le mot est bien choisi. Oui, on m'a chassé, oui, on m'a chassé. Un matin, je présentais le loto à la télévision et donc je faisais la radio. En fait, non, je ne faisais pas encore la radio. J'avais fait un spot pour un animateur, un spot télé, un spot radio plutôt. Et donc les patrons de la radio disent, mais qui a fait ce spot? Amenez-le, c'est comme ça qu'on m'emmène à la radio. Donc j'arrive à la radio, on me donne une émission qui marchait plus ou moins mal, je dirais, puisqu'il y avait de la difficulté à trouver des
des invités tous les jours. C'était une quotidienne, hein, comme ce que vous faites là. Alors, j'arrive et les invités se faisaient très rares dans cette émission qui était présentée par un grand frère. Donc, ils m'ont donné ça un peu pour s'en débarrasser eux-mêmes. Et ça s'appelait « Vous avez la parole ». C'était de 10h à 10h30, 30 minutes. Et en 2 mois, j'avais un carnet d'invités rempli sur 1 mois pratiquement. Ou 2 semaines, soyons 2 semaines. Et à la télévision, j'étais employé par la loterie. Qui dit loterie dit salaire, qui dit argent qui rentre et ils veulent un présentateur bien, qui s'habille bien, donc ils mettaient les moyens. Et donc quand il a fallu trouver le présentateur du Millionnaire, j'ai refait le casting avec mes collègues cette fois-ci. Je crois qu'on était 7 encore et c'est moi qui ai été choisi. Donc j'imagine, ça existe dans tous les pays, hein, même ici, il y a toujours ce genre d'inimitié, de jalousie. Tout à fait. Et donc on vient rappeler que le spot que j'avais fait comportait des éléments blasphématoires. Oula. Ah, Ouais. Pourtant, moi j'ai vécu en Italie. Et en Italie, ce spot passait dans un pays qu'on dit puritain, ainsi de suite. Donc j'ai compris que c'était une cabale. Un matin, je suis arrivé à la radio pour faire mon émission. La police à l'entrée me dit « Vous n'avez pas le droit d'entrer ». Le directeur général a laissé une note comme quoi vous êtes interdit d'antenne radio et télé. Oula. Ben, j'ai un spot. Ouais, donc j'ai attendu 1 mois, j'ai vu que les choses ne bougeaient pas. J'étais déjà venu ici en vacances quelques mois avant. Et Yves Zobo, Consti m'ont dit non, mais c'est ici que ça se passe, il y a les médias qui vont arriver. Donc je suis revenu, je me suis inscrit dans une école de communication. 2 mois après que je reçois une invitation du Cameroun en me disant non, tu peux revenir. J'ai dit j'arrive. attendez-moi. Je reviens. Alors, une fois en Côte d'Ivoire, comment se fait votre intégration? Est-ce que ça se fait aussi aisément que ça en a l'air? J'avoue que les choses sont allées très vite. Okay. Je suis arrivé en 93, c'était en novembre. En septembre ou octobre, septembre. Je me suis inscrit donc à l'école de communication, là, juste à côté de la radio. 1 mois après, je suis allé voir donc, Yves Zobo, que je connaissais très bien. Et je suis arrivé à la radio, on m'a dit qu'Yves n'était pas là, il n'était pas à la radio. Donc j'ai laissé une petite note. Et j'ai croisé donc, pendant que j'étais, puisqu'à l'époque j'étais très gadji-seli, toujours en veste, cravate et tout. Ça n'a pas changé, hein? Non, mais là, c'est. Sauf non, que là, j'ai des cravate, rendez-vous. ouais. Et puis bon, là, tu vois, c'est relax. Avant, c'était. Oui. Puisqu'on ne me connaissait pas. Donc, attaché, comme on dit dans ah, le oui, monde. oui. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par ça qu'on le reconnaît. Mais avec donc, vous, l'habit faisait le moine, en tout cas. Oui. Donc, j'étais. Donc, un de mes patrons arrive, il me dit oui, monsieur, vous cherchez? Je dis je voulais voir Yves Zobo parce que je suis animateur, présentateur camerounais. Je suis inscrit dans une école de communication. Et ça ne vous dirait pas de rentrer à la radio? Je dis oui, pourquoi pas. Ah, comme ça? Oui, et je dis ok, d'accord, mais. Ça devait être un sacré costume. On me fait faire un casting. On me fait faire un casting et puis on décide que je vais faire les week-ends puisque moi je n'avais pas le temps en semaine puisque j'allais à l'école. Donc je rentre les week-ends. Mais j'avoue que j'en ai bavé et c'était un bel apprentissage. Je faisais l'antenne de 9h à midi et le soir de 17h à 21h. Il y avait aussi Fréquence 2, qui était la radio de l'époque avec un autre Camerounais, Consti Eka. Consti, mon grand frère. Vous n'avez pas pensé à aller à Fréquence 2? Non, parce que Fréquence 2, ça allait faire un Camerounais de trop. Et puis bon, on est arrivé à l'époque... Comme je dis, les salaires n'étaient pas aussi graves que ça. Après, quand on est rentré dans la maison, on a commencé à prendre du volume. Voilà, mais à l'époque, ça ne leur coûtait rien de payer ça à 2 animateurs. Puis il y avait Innocent Photo et moi, voilà, qui étions là les week-ends. Voilà quoi. Mais bon, j'avais beaucoup d'amis sur Fréquence 2. J'étais tout le temps là-bas, voir les John J, Kader Ndao, paix à son âme, Consti Eka. Donc voilà quoi. Vous avez préparé beaucoup de papiers là, je ne sais pas si vous avez le temps de poser toutes vos questions. Je vois lui, il a 20 papiers, lui, il a 40 papiers. C'est pas les Elle est la reine du synthétise. Elle synthétise. Elle a juste une feuille. Le feeling passait bien entre vous et certaines personnes au sein de la radio. Ouais. Par contre, avec Eric Didia, c'était chaud. Qu'est-ce qui vous opposait? Non, au contraire. Moi, j'ai toujours un devoir de reconnaissance. En 93, j'avais encore ma grosse timidité, la peur d'aller vers les gens.
Donc j'étais toujours dans mon coin. Et le premier qui est venu vers moi en me disant « ça va et tout, tu viens d'où, tu as fait quoi, c'est bien, tu animes bien », c'était Eric Didia. Ou si tu t'ennuies, de temps en temps on peut sortir, c'est Eric Didia. C'est lui qui m'a amené. J'ai découvert pas mal de restaurants grâce à Eric Didia. Et puis à l'époque, il avait toujours de belles voitures, bien climatisées, avec de belles filles. Donc voilà, c'est le premier qui m'a accueilli. Après, bon, il y a eu ce qui s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, même si on ne se parle pas tous les jours, puisqu'il est sur un autre média, mais on se côtoyait en plus. Il venait chez moi, j'allais chez lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc les N'importe quoi Awards en 2008, et bon, il y a une des catégories dans laquelle il avait été cité. Bon, comme je dis, chacun a pris la chose. Pourtant, c'était un amusement. Comme on dit, bon, la susceptibilité de chacun, personne ne la gère, elle est subjective. Chacun a son degré de susceptibilité. Moi, je m'énerve rarement sur des querelles, des critiques. Surtout que notre métier, quand j'embrassais ce métier, je me suis dit, je ne m'occupe pas de ce que les gens disent. Justement. Donc, Eric, justement, a pris la mouche par rapport à ça. Et puis, mais après, bon, c'est vrai qu'il allait très loin. Mais j'ai beaucoup apprécié son humilité de venir me demander pardon. Et moi, je dis, je pardonne. Quelqu'un qui vient me demander pardon, même s'il m'a tué et que j'ai la possibilité de lui pardonner, je le ferai toujours. Avant d'aller un peu plus loin dans les pardons et les excuses, j'aimerais bien savoir ce qui était le pitch de cette émission pour que ça suscite autant de polémiques et la vive colère d'Eric Didia. Alors, les N'importe quoi Awards, c'était une déclinaison de l'émission, voilà. N'importe quoi. Effectivement, quand il y a eu le break en 2005, où j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral, j'avais plus envie de revenir à la radio. Et donc, mon directeur général de l'époque, paix à son âme, Hervé Cornuel, est venu me dire les auditeurs te réclament, il faut que tu reviennes. J'ai dit oui, mais Hervé, si je reviens, je ne serai plus dans la configuration d'antan. On a donné ça depuis 1993. On ne fait que donner ça, passer des chansons, donner des trucs. Après, bon, c'est vrai qu'on m'avait donné plus ou moins certaines libertés puisque j'ai fait Donne-moi ma chance, qui était une émission de découverte de talent radio, d'où est sorti Joël Amos Badi, Mireille Anti, Auguste Denise, qui après ont été des stars du paysage audiovisuel. Il y a eu à l'époque Star au contrôle, qui recevait de gros stars qui venaient présenter les émissions. Donc, il y avait ça. Et donc, j'ai dit, bon, est-ce que tu me permets, Hervé, de tenter une nouvelle expérience? Je ne veux plus faire de la radio simple et tout, je veux faire une nouvelle expérience. OK, vas-y. Donc, un 31 décembre, j'appelle Moses Djanko. J'ai dit, viens, on va tenter quelque chose à l'antenne. Première émission, mon patron, il arrive, ouais, je suis pas content, c'est pas de la radio, ça. J'ai dit, bon, écoute, on va faire quelque chose de simple. Samedi prochain, je reviens et j'ouvre le téléphone. Et le samedi d'après, j'ouvre le téléphone et donc tous les auditeurs, il n'y a pas eu un seul qui a dit « je n'ai pas aimé ». Tous, c'était bien, c'est génial, c'est nouveau. Et donc, c'est comme ça qu'on fait l'émission. Et puis à un moment donné, ça c'est une expérience personnelle que j'ai eue. Quand je vais à des spectacles où ce n'est pas moi le présentateur, je suis assis dans la salle et puis j'entends les critiques et je me dis waouh, donc c'est comme ça que quand nous on se dit ouais, il est nul, il vaut rien, regarde comment il est habillé. Donc tu es assis, tu entends les gens et je dis bon, au fait, c'est pas nos patrons là, les directeurs de chaîne, c'est pas les directeurs de chaîne, les chefs d'antenne, c'est pas nos patrons. Les vrais patrons, c'est le public. Ouais. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que chacun connaît sa place. Et donc j'ai dit bon, comme chaque animateur a l'ego de croire que c'est lui le meilleur, mais je vais donner la parole au public. Et c'est comme ça que je décide donc de faire un concours, un sondage, voilà, le terme est plus exact, pour voir qui rentre dans quelle catégorie. Donc ce qui a donné les N'importe quoi Awards. Avec la déclinaison Alors donc il y avait les animateurs les plus talentueux, les animateurs les plus nuls, parce qu'il y en a. Les plus laids aussi. C'était pas les plus vilains. Pour moi, dans l'esprit de vilain, c'était pas physique.
Parce que la beauté, elle est intérieure. Mais l'animateur le plus vilain, c'est le plus vilain. Y a Non, pas mais de- bon, après, si tu veux vilain, Le plus c'était... nul, c'est le plus nul. Ceux qui sont, par exemple, méchants à l'antenne, ceux qui étaient désagréables, c'est plus dans cet Ils auraient pu esprit-là. dire ça au lieu de dire le vilain. Dans le jargon nul. ivoirien, moi, vilain, c'est tu sais, laid, c'est les l'aspect expressions physique. sont... Bon, d'un pays à un autre, les expressions changent. Hein. C'est comme... ici, quand on dit, par exemple, il faut t'arrêter. T'arrêter, c'est quand tu cours et tu t'arrêtes. Moi, dans mon esprit. Mais t'arrêter, en fait, ici, c'est debout. C'est se mettre debout. Donc, il y a eu ce problème de... Après, maintenant, je sais que, bon, vilain aussi a le sens de moche. Mais c'était pas ça au début. C'était plus des gens qui sont un peu désagréables. Moi, j'ai connu, par exemple, des présentatrices à la télévision, surtout dans les émissions publiques, qui étaient désagréables avec les invités. Et ça faisait des clashs à l'antenne. Bon, on va pas... Le truc. Donc, c'est sorti. Ça a fait un boom. J'étais à l'époque sur un contrat au Cameroun et je pense qu'il y a eu aussi l'envie de régler son compte à ce gars-là qui vient nous déranger. Bon, mais malheureusement, le public a bien réagi. J'ai encore les larmes aux yeux quand, en 2008, Victor Yapobi me dit je ne peux pas te laisser présenter Miss Côte d'Ivoire que j'avais commencé à présenter en 2006. Pourtant, on était en juin, c'est chaud et donc cette année, tu ne pourras pas présenter Miss Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai pas de problème. Donc, je suis resté chez moi, j'ai regardé Miss Côte d'Ivoire en direct à la télévision. Et le lendemain, disons, Don Karim m'a invité à une cérémonie qu'il organisait le dimanche au Palais de la Culture. Et je lui dis, je ne partirai pas parce que avec tout ce qu'il y a là, je préfère rester chez moi. Non, mais viens. Je vais au Palais de la Culture. Je passe donc par le portail par lequel les artistes passent, là, le portail du bas, là, qui est vers la scène. Je longe, je vois, et ça je ne l'ai jamais raconté sur une télé, je vois Mariam Koulibaly, donc, qui est en train de préparer ses fiches avec toute l'équipe de l'organisation. Donc je la feinte et je rase les murs et je vais m'asseoir dans le public. Et Karim m'avait réservé une place. C'était le lendemain de Miss Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour cette fille. À un moment donné de sa présentation, Mariam Koulibaly prend le micro et elle dit « Je voulais vous demander de saluer un grand frère, quelqu'un pour qui j'ai un profond respect et tout et tout. Il est parmi nous aujourd'hui, Yves Dombela. » J'ai pleuré. Ah ouais. Sachant qu'elle faisait partie de votre catégorie. Voilà, j'ai pleuré parce que j'ai dit, mais quelle grandeur d'esprit. Et donc la foule qui applaudit parce que je croyais qu'il est où les cailloux et tout. et donc là, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Après ce chapitre n'importe quoi Award, on a dans la continuité, hein, on n'a rien à cacher. Rien à cacher, toujours sur la radio dans laquelle... Bonnet blanc, blanc, bonnet. Aux officiers. Voilà. Et c'est une émission également qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait de vous quelqu'un de très controversé. C'est pour ça que vous avez peur de venir, vous tous Également, là. le rendez-vous est En tout cas, dans rien à cacher, il y a un qui est venu, Oui, mais qui est trop vite parti. oui. Gédéon de la Tchitchouva. Oui, mais c'est bien qu'il soit vite parti. Parce Déjà, que... On a un extrait de cet épisode qu'on va relater. On revient juste après pour en parler. Ce matin, nous avons voilà, un grand homme de Dieu qui fait énormément parler de lui. On a 150 éléments de sécurité dans la radio. Voilà, donc c'est son équipe, c'est sa sécurité. Voilà, donc ce sont les gens de l'église. Comme ils n'ont rien à faire en ce moment, donc ils sont venus là l'accompagner, l'escorter. Donc toujours bien habillé, c'est ce que j'apprécie, l'élégance à l'ancienne. Toujours bien mis. Les années 60, les années dandy avec l'afro. J'espère qu'il n'y a pas de poux. Gédéon de la Tchitchouva. J'ai pas vu ce qui était méchant dans ce que j'ai dit. Hein. Et puis quand tu vas dans une émission... On n'a rien dit on n'a pas dit qu'il y avait quelque chose de méchant. Non, parce que quand tu vas dans une émission où tu sais que... Moi-même, je traite mon émission de la plus nulle de la bande FM. Yeah. Et donc, tu sais qu'il y a une émission où on délire. Je te dis que quand je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais dire à l'antenne. Ça fait 17 ans, 16 ans que l'émission marche comme ça. On n'a jamais fait de réunion, genre, bon, on va faire ça, on va faire ça. Des fois, il y a eu des invités où je me suis dit, bon, écoute Yves, c'est quand même des gens que tu n'as pas eu l'occasion de... Tu n'auras pas l'occasion peut-être de recevoir une autre fois. Là, je m'assieds et puis les idées viennent comme ça, je note. Donc, ce monsieur, comme Élisée me connaît et que je n'accepterai aucunement... Élisée, c'est bien sûr votre Voilà, collaborateur. mon collaborateur et chroniqueur de l'émission. Et que je n'accepterai jamais
je ne vais pas citer les stars que nous avons refusées parce qu'elles nous ont dit oui, mais on vient, mais pas de questions. On veut avoir les questions. Je ne donne jamais les questions. Même si demain je reçois le président de la République, on va aller dans le délire de l'émission. Et puis voilà. Donc, Élysée ne m'a pas fait le retour. Il paraît qu'il n'arrêtait pas de lui demander « Je veux avoir les questions. Mais comment on va poser les questions? On ne sait pas ce qu'on va poser comme question. Ça part de ta belle chemise avec le plastron bleu et tout ça, voilà. Et donc, j'ai senti le malaise, parce que je connais Élysée quand il est coincé. Donc, il est arrivé avec le monsieur. Donc, j'arrive, je vois déjà des gens tout autour. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de tant de monde? Ils n'étaient pas 150? Non, ils n'étaient pas 150. Mais comme je dis, quand tu vas dans une émission où on délire, on peut dire des choses comme ça, mais tu mets ça sous le ton de la plaisanterie quand tu es quelqu'un qui a une grandeur d'esprit. Et puis, quelque temps avant, on avait reçu Guy Vincent Kodia, qui est un puissant homme de Dieu, qui est arrivé avec sa clé, sa voiture, avec Dieu qui l'escortait. Chacun a ça, chacun a son fonctionnement. Donc, je me dis, bon, le monsieur, moi, mais je ne le connaissais pas. J'ai vu quelques trucs. Et puis, dans ce que j'ai dit, je ne vois pas quelque chose de mauvais. Vous ne voyez pas, mais en tout cas, lui, il a bien vu. Non, il a bien senti. mais en fait, ce que j'attendais, c'était qu'il dise, il parle d'époux. Et quand on m'a dit non, il dit que je veux le pousser, j'ai ourdi un complot contre lui pour qu'on l'arrête et qu'il paye les 3 millions par personne. Je dis, mais où on va chercher ça? Justement, on a cet élément, cette réaction de Gédéon. La preuve, c'est que je n'ai pas réagi. Suite à cette émission et à ce qui s'est passé dans cette émission. 150 personnes fois 3 millions. On va l'écouter, on réécoute ensemble Gédéon de la Tchétchouva. C'est quelle porcherie ça? C'est de ces gens-là, on parle qu'ils sont grands animateurs, mais sont des inconscients, des irresponsables. Donc je suis sorti. Il annonce dans son micro et j'entends que Gédéon de la Tchétchouva, alors que le gouvernement mondial même a pris des mesures de restitution, qu'on ne doit pas se rassembler au-delà de 50 personnes. D'ailleurs, quand je suis arrivé, je me suis présenté à eux. On avait 2 véhicules. Il y avait 4 frères. Puisque 2 personnes derrière, 2 personnes devant. Je suis venu avec 2 véhicules. De 5 places. Donc, les 3 places derrière sont occupées par 2 personnes. 2 places de devant sont occupées par un chauffeur et l'autre. Donc, c'est comme ça, je suis venu, on était 8. Le monsieur annonce à ma grande surprise, dans son micro, avec je dis, est venu avec une délégation de 150 personnes. Gédéon de la Tchétchouva crie au complot. Oui, il est trop important. Il gêne mon univers. Vous ne lui avez pas donné les grands axes avant de commencer cette émission? On ne donne pas. Aucun axe, on n'a jamais rien donné. du tout. On a reçu des méga gigastars. Et j'ai donné, parce qu'on est dans le domaine de Dieu, des exemples. Guy Vincent Kodia. Mais au moins, on lui explique qu'on est dans le délire. Au moins, on lui explique ça, quand même. Mais il sait, il connaît l'émission. Il connaît sûrement l'émission. On a reçu... Peut-être pas. On a reçu, comment ça s'appelle encore, l'abbé Abécan. Mais ça nous a fait du bien qu'il soit parti. Parce que ça a fait le buzz. Tu sais, l'émission a besoin de ça. Et je suis content, je suis très content parce qu'il fallait que... Justement, parce qu'il est passé partout. Est-ce qu'on a retenu de ce qu'il a dit ici? Rien. Est-ce qu'on a retenu ce qu'il a dit sur le plateau? Rien. Mais on a retenu qu'il est parti de rien à cacher. Est-ce qu'après cet incident, vous prenez une autre décision, celle de faire un petit briefing avec les invités? Au moins de leur dire que c'est de la déconnade ce qui se passe. Ils connaissent l'émission. Apparemment, Gédéon, non. Ils ne connaissaient pas l'émission. Nous, on dit toujours aux invités que l'émission... quand tu demandes qu'on te donne les questions de l'émission et qu'on te dit non, l'émission... Tu comprends tout de suite que... C'est normal. Voilà, c'est pas une émission structurée. Et tu dis, je ne pars pas ou je pars. Mais bon, mais je pense que c'est bien qu'ils soient partis. C'était génial parce que, tu sais, l'émission, c'est comme ça, et puis ça repart. Voilà, donc. Et aussi, Avançons, même quand tu n'as pas les questions de l'émission, avant de partir à une émission, tu prends le temps de regarder l'émission bien avant pour voir ce qu'on fait dans l'émission, pour voir si ça va. Quand on est professionnel, effectivement. Okay. Continuons à nos échanges avec notre invité et parlons d'un pan un peu plus tragique de cette carrière qui est la vôtre. À un certain moment, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, vous êtes tombé malade. Entre une maladie qui a suscité pas mal d'intrigues, de polémiques, mais de méchanceté également. Sida, et nous en parlons, justement. Je suis encore en vie. C'était donc quoi Elle avait son regard là. Cette maladie qui vous a qui vous a donné des congés? J'ai trop travaillé et j'ai beaucoup négligé ma santé, ma vie de famille. J'étais un insomniaque, je le suis toujours, et je ne mangeais pas beaucoup.
trop de boulot. Et je me rappelle que quand je suis tombé malade, j'avais pratiquement une semaine de présentation d'événements, malgré les cachets qui étaient quand même sympathiques. Et j'ai dû appeler Yves Zogbo Junior en lui disant, écoute, je t'envoie, c'était donc ma fiancée en 2005, je te l'envoie pour te remettre les avances que j'ai perçues sur les... Et puis il y avait les spectacles stressants, les voyages. Des fois j'arrivais à Abidjan le matin d'un pays africain, j'allais juste à la maison changer de valise pour prendre l'avion le soir pour aller en Europe. Et donc l'alimentation ne suivait pas trop. Et puis, comme tout organe humain, il y a eu un couac, un crack, voilà, donc un bug. Et voilà, donc, et je vais à l'hôpital. C'est moi-même qui vais à l'hôpital en plus. Pour dire au médecin, je sais pas, j'ai un truc qui me fait une petite gêne ici. Je pensais que le foie était là, alors qu'on m'a dit que c'était là. Et donc, en faisant des analyses, on se rend compte que j'ai 8,5 de cholestérol. La norme du cholestérol, c'est 1,5. Waouh. Systématiquement, je n'ai même pas pu rentrer chez moi. C'est-à-dire que je venais en consultation simple et puis le médecin me dit non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Là, c'est trop grave, là, il faut rester là. Donc, je suis resté là. Il y a eu une succession. Mon père est décédé. Au moment où je sors de l'hôpital et que je me dis je vais aller enterrer mon père, j'avais une petite gêne aussi là au niveau des laines. Donc, je vais prendre le papier parce que le directeur général adjoint de la compagnie est passé chez moi. Il me dit, comme on a eu un précédent d'une dame qui est décédée il y a quelques jours en atterrissant à Ouagadougou, et comme tu as beaucoup maigri, je pense que ce serait bien que tu aies un petit papier de l'hôpital qui dit que tu peux prendre l'avion. Donc, je vais chercher ce papier et c'était chez la cardiologue. Et je lui dis, en sortant de son bureau, où elle m'a signé le papier, je reviens quelque part après, je lui dis, docteur, excusez-moi, bon, ça n'a rien à voir avec vous, votre domaine d'activité, mais j'ai une petite gêne là, je ne sais pas, ça fait un petit truc et tout. Elle me dit, bon, on va vous faire une échographie. Donc, si vous pensez qu'il y a une gêne, on va vous faire une échographie. Donc, elle me signe le papier d'échographie, je descends, alors que j'avais le vol le soir et que j'avais mon papier pour voyager. Et je descends donc à l'échographie, je tombe sur un médecin, une magnifique, belle femme et tout. Donc on commence à discuter, qui me reconnaît un tout petit peu. Et elle commence donc à faire son échographie avec du gel et trucs. Et puis à un moment donné, elle dit c'est pas possible, oh là 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 là. Et elle pose l'appareil qui permet de faire le... Je dis qu'est-ce qu'il y a docteur? Elle me dit vous avez une phlébite. Vous avez une phlébite. Qu'est-ce que c'est une phlébite? J'ai pensé tout de suite à l'autre. et j'ai dit, mamma mia, l'homme est mort, la carrière était amenée. Et en fait, une phlébite, c'est un caillot de sang qui vient se bloquer dans un vaisseau dans les jambes. Donc, je l'avais là au début de la jambe, justement. Et elle me dit, si vous aviez pris l'avion ce soir, vous seriez mort en vol ou à l'atterrissage. Parce que ça aurait explosé, le caillou aurait explosé et ça vous aurait créé une embolie ou ce serait remonté une embolie soit pulmonaire, soit cérébrale. Voilà. Donc, on me réhospitalise. Et pendant l'hospitalisation, un après-midi, c'est-à-dire que c'était des successions de choses. Donc, mon père était mort, donc enterré et tout. Et pendant l'après-midi, je vois la perfusion, c'est terminé. J'appuie sur la sonnette et je m'endors. Et donc, les mecs ne viennent pas. Et je me réveille, la boule, comment ça s'appelle? La poche est froissée. Elle est complètement froissée. Ça veut dire que l'air est entré dans vos veines. Ouais. Descente en urgence dans l'hôpital, truc, électroencéphalocardiogramme et tout. Et puis, voilà, donc tout le Bataclan. Et Dieu merci, je suis sorti de là. J'avais une parésie, c'est-à-dire une paralysie partielle du côté gauche. Et avec le temps et surtout l'aide de Dieu et la rééducation. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, je suis à 75%, 80%. À l'époque, par exemple, quand je ne sentais pas, le truc, c'est une fois, je suis allé au Cameroun pour une mission
j'ai mis un chausse-pied gros comme ça dans ma chaussure et de 8h du matin à 23h. C'est à 23h, quand j'ai enlevé ma chaussure, que j'ai vu que j'avais un chausse-pied à l'intérieur de ma chaussure. Ça. Et j'ai eu mal psychologiquement parce que je m'imaginais la douleur en temps normal de ce truc-là. La rumeur disait que vous étiez séropositif. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris effectivement que mes vétérinaires m'avaient déclaré... Les vétérinaires. Joli, ça. J'appelle ça des vétérinaires. C'est joli. M'avaient déclaré séropositif. Mais bon, j'ai un profond respect pour les personnes qui sont malades justement qui sont malades du sida. Pourquoi on disait que vous aviez le sida? Mais Vous aviez un très souvent, style c'est de comme vie qui laissait à désirer Après, si tu veux, j'ai pas cherché à savoir vraiment pourquoi. Parce que les rumeurs sont... Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit comme il a trop de femmes, peut-être que comme il dit aussi qu'il est pédé. Ah, vous avez beaucoup de femmes? Non, bon, comme il a dit, Énormément. il a parlé tout à l'heure de séducteur, je sais pas quoi, et j'ai pas retenu. Et puis, comme aussi la rumeur dit qu'il est pédé, donc j'ai pas cherché à comprendre en tout cas. Moi, l'essentiel c'était de sortir de là. Et bon, au jour d'aujourd'hui, voilà, tout va bien, Dieu merci. Et c'est le plus important et c'est ce qu'on va retenir. Vous êtes plusieurs fois coopté pour animer Miss Côte d'Ivoire, Miss CEDEAO, aussi Miss Centrafrique, si je ne me trompe pas. Afrique centrale. Miss Afrique centrale, je suis le coprésident. Je suis l'initiateur de l'événement et je suis associé à M. Victor Yapobi, qui est mon aîné et parrain. Alors, j'ai commencé par présenter Miss CEDEAO. La première édition de Miss CEDEAO, c'était au Togo. Et après, il y a eu Miss Côte d'Ivoire. Et en 2006, Claude Tamo, qui était le présentateur de Miss Côte d'Ivoire, a dû arrêter de présenter Miss Côte d'Ivoire puisqu'il était désormais à ONUCI FM, qui lui interdisait justement les apparitions sur ce genre d'événement. Donc, étant donné que j'avais déjà fait de 97 à 2005 avec M. Yapobi sur Miss CEDEAO, je connaissais déjà les réflexes, les différents rouages donc, du concours de beauté. Il a insisté auprès de la RTI, et je remercie d'ailleurs le directeur général de l'époque, pour que je sois le présentateur de Miss Côte d'Ivoire. Et depuis lors, l'autre jour, lors de la finale, je crois que je devais, parce que la seule édition que je n'ai pas présentée, c'était 2008. Et à chaque année, je suis coopté, malgré le fait qu'il y ait des demandes, même gratuites, de certaines personnalités des médias. On imagine. Ici et à l'étranger. Il m'a renouvelé sa confiance. Et je regarde en France aussi, Jean-Pierre Pernaut est là depuis des années. Hein, donc, voilà. Et même, j'avoue, vraiment, je le dis aujourd'hui sur votre plateau, il y a 2 ans, j'ai pensé arrêter parce que je voyais que je venais juste apporter ma petite touche à cette belle cérémonie. Et sur les réseaux sociaux, il y avait des méchancetés gratuites. Ça ne me disait rien du tout. Mais je me disais, bon, je vais leur laisser la place. S'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui veut le faire, il n'a qu'à venir faire. Voilà, justement, en parlant de remarques sur les réseaux sociaux, chaque année, vous nous servez des costumes exubérants qui sont appréciés par certains, mais d'autres... Il y a des remarques quand même négatives. Comment est-ce que vous les prenez? Jamais je ne m'énerverai sur les propos de... Ça m'amuse d'ailleurs. On se souvient d'un fameux costume en 2016. C'était ça, non? Qui a fait le tour de la toile. C'était un costume à fermeture Brandebourg. C'est un costume fait par l'habilleur de la famille royale anglaise, Matthew Coxon. C'est le créateur des slippers, tu vois, les chaussures avec des broderies. Voilà. Matthew Coxon, je l'ai contacté sur Internet parce que cette veste me plaisait. C'est une veste rarissime. C'est la veste que les lords mettent quand ils vont fumer des cigares entre eux dans des clubs privés. Et Hugh Hefner, que vous avez connu, qui est décédé, c'était ses vestes préférées. Il était toujours en veste. Donc, ceux qui ne connaissent pas ont appelé cette veste un peignoir ou une robe de chambre. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire la culture vestimentaire. Il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, comme on dit, gaou passe. Voilà. Sauf que 2 ans après, la même veste, Papa Wemba la porte pour le dernier clip de sa vie. Donc les gens voient la veste et se rappellent qu'il y a un petit gars qui avait porté la même veste à Miss Côte d'Ivoire, on l'a insulté. Ceux qui ont eu l'humilité de revenir sur leur insulte ont envoyé des messages en me disant « Désolé, grand frère, tu étais en avance » parce que même Papa Wemba, c'est seulement maintenant qu'il met ça. Et donc, je dis,
C'est un art, les vêtements. Mais comment les Ivoiriens font? Une veste qui est portée par les lords, les Ivoiriens ont vu ça sur Souké. Non, ça c'était une autre veste. Ah, ça C'était 2019. Ça c'était un autre modèle. Ça c'était un blazer. C'était des pièces uniques. Je crois qu'ils en avaient sorti 10. Je ne vais pas citer la maison. Et c'est parti tellement vite. Et j'ai eu l'honneur d'en avoir une parce que vous savez, quand vous dites à un monsieur en France, un patron de boutique en France, que vous êtes animateur, lui, il vous voit en Arthur, il vous voit en Nagui. Oui, il ne sait pas que tu es un petit banabana ici. Donc le mec, du coup, il te donne la considération, tu vois. Et donc, je me dis, c'est trop d'honneur. Voilà. Mais donc, je continuerai, si des vêtements me plaisent, de les porter. Et puis, voilà, mais ça m'amuse. Je ne lis pas beaucoup, mais ça m'amuse. Des fois, on m'envoie des captures d'écran. On dit, voilà, les gars, je dis, je ne les connais pas. Peut-être même c'est mon gardien même qui est là. Il a envie de se faire valoir. Et puis, non, je ne réponds jamais aux réseaux sociaux. On ne sait pas qui c'est. Oui, surtout. Voilà. À présent, parlons un peu de votre nouvelle passion, votre nouvelle vie, entre guillemets, puisque vous êtes... maintenant, artiste paysagiste. Artiste paysagiste en art aux pierres adaptées. Artiste paysagiste en art aux pierres adaptées. Voilà. Art aux pierres. En des termes un peu plus simples, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? J'aime toujours innover, j'aime faire des choses différentes. J'ai un goût poussé pour la décoration et tout ce qui est beau, original. Alors, décoration intérieure, extérieure? Tout. J'ai beaucoup d'admiration ou d'extase quand je vois des trucs bien, des beaux jardins, des beaux paysages. Voilà. Donc, j'ai mis en œuvre donc, cet amour pour la décoration un peu chez moi. Donc tous les amis qui passaient de l'étranger, je ne reçois pas beaucoup, c'est vrai, mais j'ai des amis par exemple qui sont très critiques. Je sais que quand ils disent quelque chose, c'est vrai, quand ils critiquent aussi, c'est voilà. Donc, qui sont passés, ils m'ont dit, mais qui a fait ça? J'ai dit, c'est pourquoi tu trouves ça comment? Non, c'est sympa et tout. J'ai dit, c'est moi. Mais non, tu rigoles. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut saisir cette perche-là. Alors, je vais dans 2 châteaux près de Bordeaux, où je vais donc perfectionner cet art. Mais je m'étais rendu compte que la décoration d'intérieur, toutes les femmes souhaitent faire la décoration de leur maison. Donc tu as déjà comme concurrent les femmes, parce qu'elles estiment que, moi je voyais à l'époque chez moi, ma compagne, quand je lui disais oui, il faut qu'on ramène quelqu'un, non. Donc elle me se débrouillait pour faire des trucs, je suis allé donc faire cette formation et j'ai rajouté, parce que j'ai une passion pour l'art, j'ai une collection de tableaux, de pièces d'art et tout, je ne sais même pas où poser certains. Et je me suis dit, je vais faire un mix des deux. Et donc, quand je suis rentré, la formation que j'avais apprise, c'était plus sur l'art taupière, mais des plantes, la coupe taupière. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, comme par exemple les châteaux de Versailles, les beaux jardins, voilà. Le jardin, voilà, c'est ça que j'ai appris. D'accord. Voilà. On sent que ça vous passionne. Mais quelque part, tu vois, ça m'a, comme on dit toujours, je dis toujours que Dieu est dans ma vie. Parce que figure-toi que je finis le stage en janvier, il m'en restait un en février. Avec la crise, je dis, bon, je rentre à Abidjan. Et quand je rentre, Abidjan est secoué aussi par la crise sanitaire. Les gens restent chez eux et ils se rendent compte que, mais attends, la maison, finalement, on l'a beaucoup négligée puisqu'on était tout le temps dehors. Ouais. C'est là où on m'appelle, à gauche, à droite, donc pour aller, voilà. Last one. Plus le temps. Allez. Un message de quelqu'un qui normalement, quand vous devez me recevoir, il faut prévoir épisode 1, épisode 2. Oui, mais c'est non, ça on a compris. Comme Escali. L'épisode 2 est prévu. Allez, un message qui vous fera certainement un plaisir, c'est celui-ci. Oui. Alors, pour mais je vois tout le temps lui. C'est mauvais. Tout ce qui est bien chez lui, il adore beaucoup aider les gens qui sont dans les besoins. Et chaque fois, tu lui envoies un message, tu as besoin de lui, tu es dans la détresse. Lui-même, il est plus dans la détresse que toi parce qu'il a envie de t'aider. Donc, pour moi, c'est par mois, ça passe. Donc, je sais très bien ce qu'il dépense par semaine, par mois pour les dons. Je ne sais pas comment est-ce qu'il taxe les gens quand ils travaillent, et au niveau de l'animation, et au niveau des sponsors, et au niveau, mais en tout cas, il met assez d'argent dans tout ce qu'il donne aux autres, aux pauvres. Bonne continuation et puis bon, Dieu te le rende au milieu. Tiche. Merci Élisée. Enfin, je vous envoie un message ce soir. Hein. Non, j'ai fermé, la boutique a fermé. Alors demain. Non, la boutique a fermé. C'est fini là, on a fait faillite là.
Non, mais... La générosité, ça fait partie également de vos valeurs? Oui, parce que tu sais, quand tu es chrétien, les principes même de la religion, c'est aider. Voilà, vivons d'amour et de charité. Mais j'avoue que c'est quand je peux, hein, parce que c'est vrai, on le fait, je le faisais. Bon, c'est pas à moi de le dire, mais à un moment donné, tu réalises que les temps changent, les moyens ne sont plus les mêmes. Donc forcément, il faut avoir... Et puis j'ai l'honnêteté de dire aussi, quand je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà. À l'impossible, nul n'est tenu aussi. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Yves Dembella, merci. Mais c'est un infiniment. élément important de ma vie. Ouais. Même humainement, tu sais, il y a des gens qui, ne serait-ce qu'avoir une écoute, sont soulagés. Et donc ça je me mets toujours à la disposition des gens pour pouvoir justement leur apporter une aide morale, matérielle quand je peux. L'altruisme de ce grand monsieur de la communication et des médias en Côte d'Ivoire qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir. Merci infiniment. En tout cas, pour terminer, quel est le message que vous pourriez envoyer à ces jeunes-là qui ont envie d'embrasser le métier d'animateur, qui ont envie de vous ressembler parce que véritablement vous êtes un modèle. Quel est le conseil que vous pourrez leur Non, c'est leur demander de ne pas me ressembler, de se ressembler à eux-mêmes, parce que ce métier, il y a tellement de clones que pour réussir, il faut se faire une identité. Tu vois, c'est la meilleure manière. On peut s'inspirer de quelqu'un, mais après, il faut toujours revenir à ses fondamentaux. Et voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'humilité. Beaucoup d'humilité et puis être toujours à l'écoute pour pouvoir avancer. Ne vous entourez pas seulement des gens qui vous cirent les pompes, qui vous disent que vous êtes les meilleurs. Moi, j'ai un truc que je voulais dire justement dans notre métier et je l'ai découvert grâce à Facebook. À l'époque, quand j'étais assidu, là, quand il y avait la crise politique, on était obligé de rester à la maison. Je voyais qu'il y avait des filles, notamment sur Facebook, qui écrivaient sur les profils des animateurs, mais c'est pratiquement les mêmes phrases. Tu es le meilleur, il n'y a pas ton deux, et puis elle t'écrit ça aussi, et puis ainsi de suite. Donc il faut vous entourer des gens qui vous disent la vérité. Ça vous fait mal, c'est vrai, mais entourez-vous toujours des gens qui vous disent la vérité. C'est eux seuls qui vous permettront d'avancer. Voilà. Donc le conseil que je peux donner, c'est un métier. Ne le faites pas pour les beaux yeux des femmes. Faites-le pour votre poche. Et justement pour vos enfants. Pour la passion aussi. La passion, voilà, la passion. En tout cas, merci infiniment. C'est moi. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. On espère que nos téléspectateurs également ont été édifiés par ce beau témoignage qui était bien sûr le vôtre. Vous le savez, vous faites partie de la famille et vous êtes un aîné. Merci en tout cas pour tous les conseils et pour l'attention. Je suis fier de la nouvelle génération en tout cas. Voilà, je suis fier et continue d'être comme ça. Posez les questions que vous devez poser. Dites ce que vous avez à dire. Ça peut choquer vos invités, mais continuez. Merci d'applaudir ce grand monsieur. Yves Dembella, voilà quoi, qu'on a reçu ici sur ce plateau de Pipolémique qui s'achève. Merci infiniment d'être passé. Et puis, longue vie. C'est pas pour danser, hein? Non, c'est pour justement saluer l'équipe du jour. Annie France, merci. Marie-Dominique, également à toi, Hervé Souoni, chapeau. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Plus besoin de le leur dire, ils le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.